Oui, Bruno, je suis avec Philippe Candeloro, qu'on ne présente plus. Bah, je vais quand même te présenter. Vas-y, présente, même si nous on se connaît. Évidemment, et on va voir tout à l'heure, on dira comment on s'est rencontrés, c'est assez fou. Ouais, très improbable. Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, ça c'est pour la partie sportive. Tu étais vice-champion du monde également, ça c'était pour la partie sportive. On t'a suivi en tant que sportif et puis en tant qu'artiste aussi. On te voit souvent, tu es un peu l'ami des Français et on te retrouve, et c'est pour ça que je suis très heureux de te recevoir en décembre, on te retrouve à chaque fois, juste avant le Père Noël, il y a le Père Philippe qui arrive. C'est ça, le Père Candel. Le Père Candel, c'est ça. Petit Papa Candel, avec son spectacle sur la glace évidemment. Bah, c'est sûr que c'est les périodes où on est très demandé parce qu'il y a plus de 300 patinoires éphémères qui se montent devant les hôtels de ville et en plus il y a les productions pour les comités d'entreprise avec les arbres de Noël et la glace représente quand même pas mal en fait tout cet univers. Donc, la féerie de Noël. Bah, c'est ça. Donc ce qui est dur c'est qu'on n'a que 3 semaines, 3 gros week-ends d'existence finalement puisque en plus nos artistes ne sont pas des professionnels du spectacle, ça n'existe pas en France, ouais. Spectacle sur glace en tous les cas. Et du coup oui on doit vraiment occuper le terrain sur ce de court laps de temps. Donc c'est vrai qu'on dit La fille du marchand de sable, puisqu'on va parler surtout de ce spectacle, qui est une production que ma femme a créée et qu'elle a chorégraphiée et mis en scène. Et moi, je suis le producteur exécutif de ce spectacle. Mais on sait très bien que quand je parle du show, les gens veulent toujours me voir patiner un petit peu. Donc je fais un pré-show en fait. Je fais un petit pré-show. Ouais, voilà. Un petit pré-show. un petit pré-show pour, en fait, pour satisfaire les parents qui, eux, me connaissent, sachant que c'est un spectacle familial, mais les enfants qui ont 10 ans, ils ne me connaissent pas, ils n'ont pas connu les exploits sportifs. Parce que c'était juste avant l'an 2000, tes exploits sportifs. Ça s'est arrêté en 98, donc forcément, tout ce qui a existé avant l'an 2000, pour les jeunes d'aujourd'hui, ça n'existe pas. À qui le dites-vous, mon petit monsieur? Mais oui, donc La fille du marchand de sable revient, comme l'année dernière, avec quelques améliorations, mais on est dans le traditionnel. Il y a le Père Noël qui arrive à la fin, c'est ça? Ce spectacle, il traite surtout des phases du sommeil. Donc on passe partout, on fait comme en plus Disney, tu vois, à un moment donné, il y a le cauchemar, donc c'est la partie un peu qui fait peur aux enfants. C'est là où tu arrives. Je vais intégrer cette année justement la partie cauchemardesque. Voilà. Et puis après, il y a le Père Noël qui arrive, donc forcément on retrouve le sourire. Et puis c'est surtout la magie de ce spectacle, c'est que les enfants sont tellement captivés par l'histoire, qui est une histoire un peu qui est détournée par rapport à la vraie histoire du marchand de sable, sauf qu'on reste quand même autour de ça. Et là, c'est la fille du marchand de sable. Le spectacle est devenu la fille du marchand de sable, parce que moi, je transmets à ma fille, et c'est elle qui prend le relais. Et c'est à ta vraie fille? À ma vraie fille, puisque c'est l'héroïne du spectacle, qui, elle, est danseuse, elle n'est même pas patineuse, parce que Olivia, mon épouse, elle adore mettre des artistes étrangers à la glace, en scène, sur la glace. Voilà. Et donc, c'est ta femme qui a créé, c'est toi qui patine et qui Elle a tout fait, Olivia. Elle me fouette même. Elle me fouette. On a les images, non, on n'a pas les images. Mais pas dans la chambre, elle me fouette pour le travail. Et c'est ta fille qui danse, voilà, on le verra tout à l'heure. En fait, c'est vraiment très famille. Comme une famille de cirque finalement. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, l'autre actualité, et je voulais absolument qu'on en parle dans cette première partie, c'est il y a 2 duos. Il y a Philippe et la glace, ça, ok. Et puis, il y a Philippe et Nelson. Et Philippe et Nelson Montfort, on vous retrouve au théâtre dans une pièce justement qui tourne autour du patinage. C'est Ça patine à Tokyo. C'est une comédie autodérisoire, si tu veux, parce qu'en fait, c'est très proche de nous. On va commenter un championnat du monde à Tokyo. Nelson arrive dans la chambre d'hôtel à 7h du matin, tout frais comme un gardon, c'est comme s'il avait dormi 12 heures et prêt à visiter la ville. Nelson, quoi. Il fait son Nelson naturellement. Et puis moi, ça fait 2 heures que je suis rentré de boîte de nuit, je suis défoncé. Enfin, moi, j'ai les cheveux en pétard et on découvre dans ma salle de bain un corps inanimé. Et ce corps inanimé est le champion français de patinage qui doit faire la compétition du soir. Et là, ça part en live, quoi. Parce qu'on essaye de se débarrasser du corps, on ne sait pas comment, enfin bref. Et en même temps, il faut tenir le rôle de commentateur. Après, dans le dernier acte, on est en train de commenter des images d'un championnat qui n'existe pas. Et ça, c'est plus dur, parce que quand on commande des images, nous, avec Nelson, quand on travaillait pour France Télévisions, on avait les images. Là, il faut laisser les gens imaginer quel genre d'image on est en train de commenter. Et c'est là où, des fois, on peut sortir du texte et on se marre bien avec Nelson, j'ai rien à dire. Parce que parfois, tu avais un langage fleuri qui ne correspondait pas forcément à la glace. C'est tout ce qu'on retrouve dans cette comédie, c'est que c'est toute la liberté, en fait, parce que justement, c'est à la fois une fiction, une comédie, et j'ai l'impression qu'au théâtre, on retrouve vraiment notre naturel de ce qu'on était il y a 10 ans quand on a commencé et qu'on n'était pas embêté par les réseaux sociaux.
La liberté. Voilà, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans la deuxième partie de cette interview. Mais vous l'avez compris, donc la fille du marchand de sable, c'est là, c'est maintenant. D'ailleurs, tiens, si vous êtes à Lorient, il y a une représentation à 14h. Il va falloir se dépêcher. Voilà. Et après, il y aura Gap mardi et mercredi, Amiens le week-end prochain et Beauvais le 20. Et puis il y aura Philippe Candeloro tout à l'heure dans l'émission. Évidemment, c'est un plaisir de retrouver Philippe Candeloro pour la deuxième partie de son interview. Philippe qu'on retrouve, je vous rappelle, avec le Candeloro Show Company. Ouais, on dit la Candeloro Show Company, effectivement, c'est une association qui existe depuis déjà maintenant 15 ans. Et on est créateur de spectacles sur glace, alors avec nos moyens à nous, à titre associatif, même si on gère ça un peu comme une production. On crée les spectacles et on fait que de la vente de sessions. On ne prend pas de risque à produire et à vendre des billets. Aujourd'hui, c'est trop risqué. Ouais. Mais on va le voir, tu travailles vraiment comme un artisan. Ça s'appelle La fille du marchand de sable. C'est à Lorient dans 2 heures, Gap mardi et mercredi, Amiens le week-end prochain, Beauvais le 20. Après, il y aura une pièce de théâtre qui s'appelle Ça patine à Tokyo. Il n'y a pas de contre-batterie. Ça patine à Tokyo avec Nelson Montfort pour retrouver le fameux duo Philippe Candeloro-Nelson Montfort. On va revenir sur ta façon de travailler. Tu es d'origine assez modeste, avec un père maçon, un artisan, donc une maman comptable, je crois. Et finalement... On est chiffre et manuel. Ben voilà, on n'est pas loin de ça. Et la petite anecdote, c'est qu'on habitait dans 2 communes voisines et que je faisais les travaux dans ma maison, je vais à la déchetterie et là, qui est-ce que je vois à côté? Philippe Candeloro. En train de décharger aussi. En train de décharger les décors de l'ancien spectacle. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est Philippe lui-même qui fait ça. Oui, c'est vrai, on s'est croisés quand je faisais le vide de la tournée d'Hello and Goodbye qui n'a pas pu se poursuivre à cause du producteur qui était parti un peu méchamment. On l'embrasse s'il nous regarde. Et tu es en train de préparer autre chose. Tu as toujours plein de projets, mais surtout... on l'a dit, ce spectacle, La fille du marchand de sable qu'on retrouve cette année encore, eh bien c'est ta femme qui l'a créé. Ta fille danse et c'est une vraie danseuse. J'ai une autre fille aussi, Luna, l'aînée, qui elle est en backstage. Elle s'occupe de toute la régie plateau. Et puis j'ai la dernière qui est encore en études, qui fait des études de commerce. Donc peut-être qu'à L3, à mon avis, peut-être qu'un jour c'est pas elle qui fait le merchandising? Pas encore, mais elle va suivre. À mon avis, elle va faire les boutiques, évidemment. Ça permet de faire confiance et puis on file un coup de main à nos filles qui ont baigné dans le monde du spectacle depuis plus de 20 ans. Donc finalement, elles suivent un petit peu notre évolution aussi. Mais en fait, c'est une famille de cirque. On le disait, tu n'es pas du tout de ce milieu-là. Finalement, c'est parce que tu as été repéré et porté par un entraîneur, c'était à Colombes, qui te fait confiance. Voilà, donc finalement, ta vie t'aurais fait quoi si tu n'avais pas patiné? Ouais, je ne sais pas, j'aurais fait du sport parce que je pense que j'avais des aptitudes sportives intéressantes. Maintenant, j'aurais pas pu faire du 100 mètres. Enfin, j'étais trop petit, peut-être du triple saut, des choses comme ça, mais pas du saut en hauteur en tout cas, ça c'est sûr. Ta destinée, est-ce que tu te retournes parfois sur ta vie en disant mais c'est fou, j'ai eu une chance incroyable. Alors il faut du talent. Il faut du talent, il faut de la persévérance, il faut bosser, il faut savoir se faire mal. Et puis il faut une mentalité aussi, parce que le D'Artagnan, Conan, etc., c'était aussi. Ça ne vient pas tout de suite, ça. Hein. Mais ça, c'est aussi du Candeloro. C'est que tu as cet esprit-là. C'est pour ça qu'on adore t'avoir à la télé. C'est qu'on sait qu'il se passe toujours quelque chose aussi avec toi. Moi, j'ai envie de rester libre et de pouvoir m'exprimer comme si je croisais un pote dans la rue, que ce soit n'importe quel milieu social. On s'en fout. L'important, c'est que les gens te comprennent quand tu t'exprimes. Ça, c'est ton origine sociale qui fait ça? Ouais, je pense. Avoir vécu proche d'une cité, j'ai un phrasé qui peut déranger certaines élites de la France, mais quelque part grâce popu, en fait. Ouais, puis grâce à Nelson, en fait, moi je me suis rapproché de son milieu qui était un petit peu guindé, et puis de l'autre côté, lui, je l'ai aidé à se rapprocher d'un milieu un peu plus modeste, un peu plus. Et c'est les deux extrêmes en fait qui se mettent en valeur l'un l'autre. C'est ça qui a fait l'alchimie de notre duo. C'était même pas un duo, c'était un trio, hein, parce que notre copine Annick, qui reste aujourd'hui à commenter le patinage, mais nous aujourd'hui, on part vers cette comédie de théâtre, et je pense qu'on a 1 an et demi devant nous, on va continuer à s'éclater pour croiser les gens sur la route. C'est ça qui est important, c'est que nous, on est des saltimbanques finalement de la télé, du monde du spectacle, de la compétition sportive. Et franchement, moi, c'est le public qui m'a toujours animé à me bouger le cul le matin pour rester en forme et continuer à faire mon sport ou continuer à essayer d'émerveiller les gens. Est-ce que c'est aussi être aimé? Est-ce que quand tu fais des blagues, quand tu es sur scène, est-ce que tu as besoin d'être aimé aussi? J'ai vécu dans ce monde où les gens me témoignaient une affection. C'est peut-être pas de l'amour, mais c'est une affection, une déconnade, une amitié. Et tous les jours, c'est comme ça. D'une proximité, puis c'est tous les jours. C'est encore dans la rue. Je suis effaré de voir comment, en fait, il y a 20 ans ou 25 ans, quand j'ai fait ces médailles aux Jeux Olympiques, j'ai marqué les esprits des gens.
avec un marquage de souvenirs, parce que c'est ce qui me témoigne aujourd'hui. Moi, je ne me rendais pas compte à l'époque de ce que j'étais en train de procurer, mais là, je vis vraiment des belles années. Comme tu dis, c'est de la chance. Enfin, il faut la procurer aussi, la chance. Et puis, il y a le fait d'être resté aussi simple et proche des gens qui, aujourd'hui, ils me le rendent bien, quoi, en fait. Ouais. C'est un partage. De toute façon, la célébrité, pour moi, ça doit être un partage. Tu ne prends pas seulement ce qu'il y a de bon et le reste, tu le laisses de côté. C'est un partage parce que tu es à proximité. On ne se souvient pas, on disait que tu as 2 médailles de bronze, donc c'est la 3e place. Personne n'est capable de dire qui était 2e, qui était 1er, mais tout le monde se souvient de toi. Ils se souviennent des personnages souvent. Par D'Artagnan, on m'appelle D'Artagnan, Lucky Luke qui n'a pas fait la meilleure, mais c'était pas mes meilleures performances avec Lucky Luke, mais c'était. Il y a eu Brevard aussi avec le caleçon, le machin. Vous n'avez pas beaucoup vu Georges de la Jungle, où je terminais en slip léopard sur la piste. Aujourd'hui, je ferais ça, je serais en prison. Tu vois. Je crois que ça se vend sous le manteau. Mais... non, sur Internet, ça se trouve. Allez voir Candeloro, Georges de la Jungle, Washington, championnat du monde. 25 000 personnes en slip léopard, avec un singe qui jouait. Mon ami jouait le singe. Ah oui, très bien. Ouais, c'était marrant. Ah oui, on a raté des choses. Bon, l'autre ami, évidemment, on en parlait à l'instant, c'est le duo avec Nelson. C'est fini à la télé, ça y est, t'as fait le deuil. C'est surtout Nelson qui, lui, était obligé de partir. Maintenant, il travaille un peu chez Drucker avec des piges comme chroniqueur, parce que Drucker produit son émission. Il n'est pas salarié de France Télévisions. Oui. Et aujourd'hui, au service Nelson, public, il est retraité de France Télévisions. Il est retraité. Donc lui, c'est vrai qu'il a sa paye de retraité. Il continue ses piges, le théâtre. Moi, c'est pas pareil. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, le fait de ne plus travailler à France Télévisions, j'ai une perte de chiffre d'affaires. Ouais. Ils ont voulu anticiper la rupture, en fait, de mon contrat qui devait aller jusqu'à fin décembre 2024. Ils ont voulu remplacer plus tôt, plus vite. Pour la saison. Pour la saison. Ouais. Bon, après, ça se comprend, mais en même temps, voilà, on est un peu en litige en ce moment sur une négociation d'une rupture anticipée, mais il n'y a rien de bien méchant. On va dire, une fois que le chèque sera fait, ça y est, c'est fini, c'est derrière toi, pas de regret. Alors, le fait que Nelson arrête. Non, alors c'est même pas moi qui exprime ce regret, c'est de dire pourquoi avoir enlevé Philippe et gardé Annie, qui était la 3e personne de notre trio, pour repartir sur un trio féminin, finalement. Bon, après, moi, personnellement, en direction éditoriale, j'aurais peut-être pas pris trois femmes parce que on n'a pas de différence de ton de voix. Ouais. Tu vois, sur un commentaire de patinage, on disait qu'à 3, on parlait beaucoup, ce qui était certainement vrai sur les programmes. Là, aujourd'hui, des fois, sur les programmes, il n'y a personne qui dit rien. Et puis, hop, après, vous avez 2 minutes où il y a trois voix de femmes qui se télescopent un petit peu. Et du coup, on ne sait plus qui parle. Voilà. Bon, après, ça, c'est un choix. Ils ont voulu faire ça. Moi, je serais plutôt resté à 2. Tant qu'à faire à changer, complètement d'équipe. Et puis toi, tu as une signature vocale aussi. Et puis Nelson aussi. Tous les deux. On a 2 voix qui sont très reconnaissables. Donc, et puis une gouaille. Toi, c'est la gouaille, et lui, c'est le côté british, évidemment, qu'on retrouve donc au théâtre. Alors ça, le timing est bon. Alors en effet, tu négocies ta sortie. On l'avait pas négocié, enfin, on l'avait pas anticipé de cette manière-là, mais c'est vrai que tous les nostalgiques de votre duo, ils vont se précipiter. Ça commence quand la pièce? La pièce, ça fait déjà 15 fois qu'on la joue, et puis la grosse partie de la tournée, parce que vous savez comment ça se passe, il y a une programmation culturelle qui est au moins 6 mois, 1 an avant. Ouais. Aujourd'hui, la production, Philippe Delmas Production, sait que ce spectacle va fonctionner, donc là, on est en train de chercher toutes les dates. Ça va vivre à peu près entre 40 et 50 dates par an et sur au moins 2 ans, avec certainement une résidence parisienne à la fin de l'exploitation, parce que ça se passe régulièrement comme ça. Donc, et pas que l'hiver, parce que là, en fait, le duo Candeloro-Nelson Montfort, on l'avait l'hiver. Là, en fait, on va pouvoir le retrouver au théâtre toute l'année. Là, toute l'année. Puis des fois, on fait des théâtres de verdure. C'est génial. L'ambiance. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de m'exprimer sur des ambiances de 3000 personnes minimum en France, et puis 15 000, 20 000 aux États-Unis. Et là, on se retrouve dans un théâtre un peu confiné. Moi, je dis que c'est une pièce de théâtre qui se joue au maximum entre 800 et 900 places dans un théâtre. Si on va plus grand, on sort de l'intimité dans lequel est créée aussi la pièce et l'espace scénique. Mais on est proche des gens, et puis on rigole. En fait, on voit que les gens ont besoin de rire. Ouais. Et puis de nous retrouver vraiment comme on était avant, avec toute cette liberté d'expression qu'on... Ouais, encore plus libre même, parce que là, il n'y a aucune censure. Alors après, c'est vrai que dans le texte, des fois, Nelson, il est encore un peu coincé de lui derrière. Parce qu'il est... Tu le bouscules encore un peu. Moi, je le bouscule. Des fois, je sors des trucs qui ne sont pas prévus. Ouais, et puis d'ailleurs, lui, il dit, tiens, ça, c'était pas dans le texte. Alors... ça fait rire tout le monde. Oui, évidemment. Parce qu'on vous imagine, en fait, vous êtes un duo charismatique, un duo qui est proche des gens, qui est proche des Français, parce qu'on a cette sensibilité avec toi, quand on est populaire, et puis aussi ce côté Nelson, on a envie qu'il nous fasse un peu le coincer à côté. On a envie de le voir différemment, Nelson. Et c'est vrai que sur ces 4 actes qu'on a dans la pièce, en fait, on a des
des personnalités différentes de nous qui ressortent, que les gens ne voient pas, puisqu'on parle de ce qui se passe à l'hôtel, par exemple, avant d'aller sur une compétition sportive. Aussi, à un moment donné, je lui fais une petite déclaration d'amour dans une posture un peu délicate, si tu veux. Donc, imagine Nelson. Ouais. Bon, moi, je m'abîme un peu les genoux, mais... Ça y est, on a l'image. Voilà. Donc, en fait, lui, il est complètement surpris. Et puis, voilà, quand Nelson, en étant surpris et déstabilisé, c'est ça qui est drôle. Ouais, voilà. ouais. C'est vraiment ce duo, c'est ce qui va être le prolongement de ce qu'on avait à la télé. Puis toi, ça va... Même mieux, parce qu'en télé, on n'avait pas le temps de parler. On n'avait plus de caméraman qui nous suivait à chaque compétition. Ouais. Donc, on disait juste bonjour. On avait 20 secondes pour faire un lancement où Nelson est tellement bon là-dedans qu'il monopolisait le lancement. Et puis nous, des fois, on ne savait pas quoi dire. Si ma collègue prenait la main 30 secondes avant et disait la réponse que je voulais donner, tu n'avais plus le temps. Ça ressemblait plus à grand-chose, en fait. Donc moi, quelque part, le fait que ça s'arrête, bah oui, c'est dur parce que je ne vais pas jusqu'au Jeux de Milan, là, dans un an et demi. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va nous permettre aussi de rebondir différemment. Et d'être avec les gens. Parce que quand on fait de la télé, il n'y a personne autour de nous. Alors que là, c'est avec les gens. Moi, je suis un homme de spectacle. Ouais. Donc en fait, le public m'a fait exister. Et j'ai participé, et ma vie d'artiste a été de participer avec le public et pour le public. Sans le public, je ne serais pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment ce respect-là qui est mutuel, en fin de compte, de ce que je remarque. Même en glace, aujourd'hui, on ne vient pas me voir pour faire des triple axel. Je suis animateur. Ouais. Et les gens, ils m'aiment bien et je mets les jeunes en valeur. Ouais. Donc, du coup, et c'est ça, cette alchimie entre moi et le public, bah, je trouve que c'est une des clés de la longévité de ma carrière et de ma popularité. Et puis, j'insiste, c'est une question d'amour aussi. Même si c'est un amour particulier. Mais si tu aimes les gens t'aiment. Enfin, je sais pas, moi, tu donnes de l'amour et ils t'en rendent vraiment beaucoup. C'est ça, où je pense plutôt qu'eux, ils m'en donnent tellement en fait, que j'ai envie de leur redonner. Ouais. C'est pas l'inverse, tu vois ce que je veux dire. Moi, je leur donne ce que finalement ils sont venus chercher. Est-ce que parfois tu es un peu en manque de ça quand tu fais, pas encore. Quand tu n'as pas de public pendant un certain temps? Non, parce que j'en ai tellement bien profité, puis ça fait plus de 15 ans ou 20 ans que je me dis de toute façon un jour ça va s'arrêter tout ça. Et puis finalement par chance ça continue, il y a toujours un projet. Alors oui, je la provoque la chance parce qu'il faut bosser. Le théâtre, moi je suis pas quelqu'un qui peut lire un prompteur, sinon on va me voir que je fais comme ça. Donc il faut que je m'approprie le texte, il faut que je me l'imprègne, il faut que je joue avec. Et d'ailleurs beaucoup de gens me disent attends, on découvre un vrai comédien en fait en te regardant jouer, parce que j'ai toujours eu un petit côté bébelle, mais j'ai pas été tapé aux portes pour faire du cinéma ou du théâtre. Et aujourd'hui je suis en train de finalement juste dans une carrière à 52 piges, c'est de dire est-ce que je vais continuer à patiner jusqu'à mes 60 ans ou est-ce que je veux essayer de me lancer vers une nouvelle carrière artistique pour continuer à croiser le public. On n'en a pas beaucoup parlé, je ne t'ai pas entendu beaucoup en parler, je ne sais pas si tu veux en parler, mais il y a eu une émission qui a failli marquer la fin pour toi, c'est Drop, où tu faisais partie de l'équipe, tu ne faisais pas partie de l'hélicoptère qui... Non, mais j'ai failli parce qu'en fait on nous a inversé de départ d'hélico au dernier moment. On va savoir pourquoi. C'est peut-être le facteur chance, comme tu dis. La destinée. La destinée. Après, c'est un épisode que j'ai souvent... Quand je le raconte, je dis, je le mets... Il n'est pas effacé, mais il est dans un coin d'un tiroir de mon cerveau que j'évite de ressasser parce que je me dis, je ne vais pas m'en vouloir d'être encore là. Non. Par contre, je me dis, effectivement, c'est du sursis. Tu vis plus depuis? Mieux? Non, je profite. Moi, je ne vis jamais comme si c'était le dernier jour. Je vis comme je dis, putain, j'espère que je vais vivre encore longtemps et de cette manière-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ma vie est tellement bien remplie. Alors, c'est moins évident pour mes proches. Parce que moi, ils me voient toujours très positif, très bien. Et puis, à côté, par contre, eux, c'est un peu plus difficile, comme pour Olivia. C'est difficile d'exister parce que c'est la femme d'eux qui est toujours dans l'ombre. Alors, par exemple, sur le spectacle... c'est elle qui crée le spectacle. Oui, elle démarre la page blanche, c'est vachement difficile. Donc, nous deux, on sait très bien où on en est, mais vis-à-vis des gens, c'est compliqué parce que c'est des gens, même pour mes filles, ça devient difficile. Même si Maya, elle danse, Luna, elle s'éclate... derrière le rideau, elle est régisseuse plateau au parc Astérix. Elle a maintenant un certificat d'artificier. Donc, tu vois, c'est intéressant d'ailleurs que nos filles se soient finalement. Maya, elle aime bien la scène. Donc, ça sera peut-être ma remplaçante, en tout cas avec sa personnalité à elle. Et puis, j'espère qu'elle ira loin. Puis, la dernière, pour l'instant, elle se questionne encore. Elle ne sait pas trop où va être sa place. Et tu sens que tu prends beaucoup de place. Que s'appeler Candeloro et d'être la fille d'eux ou la femme d'eux, c'est pas forcément facile. C'est pas simple de toute façon pour tous les enfants de célébrité, que tu sois un homme célèbre ou une femme célèbre, le conjoint qui est à côté, comme pour les enfants. Tu regardes, c'est jamais sain. En fait, il y a une grosse... c'est compliqué. On peut pas... moi, tu vois, mes 3 enfants, finalement, aujourd'hui, ils sont obligés de consulter quand même des psys ou psychiatres parce que
Alors, c'est pas moi le problème. C'est peut-être la notoriété et l'existence. Et en plus, en ce moment, je trouve que les jeunes sont très accros des psys. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mal-être, encore plus depuis le Covid. On a l'impression que c'est devenu en fait une espèce de routine d'aller se confier à d'autres plutôt que les parents, alors que nous, on est des parents très très ouverts avec Olivia et il n'y a pas de tabou. Sauf que venir te parler de ta notoriété, c'est peut-être pas facile. Ouais, mais elle, la notoriété à la maison, en fait, elle ne me voit pas comme la personne célèbre. Je sais, de toute façon, tu es resté. Je leur pose la simple. question, elles ont fait quoi? Ton père, il a fait quoi comme médaille olympique? J'en sais rien, en fait. Parce que c'est pas affiché à la maison, on n'a pas les médailles avec les noms des villes. Toi. Je te dis, avant 2000, ça n'existe pas pour ces jeunes-là. Il n'y a pas un culte Philippe Candeloro à la maison. Non, c'est notre famille, en fait. Voilà, on est dans un cocon. Ouais. Puis après, à l'extérieur, par contre, c'est très difficile parce que l'extérieur, en fait, on a l'impression qu'elles sont agressées. Et du coup, elles ont peur de ça. Et c'est beaucoup le cas chez beaucoup de jeunes, parce que comme j'en parle librement, s'il y a une personne qui consulte un psychiatre, c'est de ta famille, tu es inquiet. Puis les enfants, ils ne te parlent pas. Et en plus, quand tu demandes à la psy ou à la psychiatre de dire qu'est-ce qui se passe, ça ne sort pas. Secret médical. Donc en fait, toi, tu es comme un con. Tu ne peux pas progresser, en fait. Si c'est moi le connard, dis-le-moi. Tu vois. En revanche, tu es attentif à ça. On est obligé parce que si des enfants créent l'irréparable, c'est trop tard. Ouais. Donc tu vois, voilà, faut se méfier. Ouais, en tout cas, elles sont très heureuses. Je rappelle, Philippe Candeloro, qu'on retrouve avec toute la famille, donc avec le spectacle créé par Madame Olivia Candeloro. Ça s'appelle La fille du marchand de sable. La fille est jouée par Maya Candeloro, la fille de Philippe Candeloro. Philippe est là aussi, évidemment, mais c'est presque accessoire. Non, on va se concentrer et là, on va les mettre à l'honneur. Olivia et Maya, donc dans La fille du marchand de sable. Ce sera donc à Lorient à 14h tout à l'heure, à Gap mardi et mercredi, à Amiens le week-end prochain, Beauvais-le-Vin. Et puis la pièce de théâtre qui va cartonner, c'est sûr. Et on peut remercier France Télévisions. Ouais, ça s'appelle Ça patine à Tokyo. À partir du mois de janvier. Puis aussi les mardis soirs, j'anime une émission de radio. iceradio.com. Candeloro et les Givrés, 18h-20h, tous les mardis soirs, en direct. Voilà. Et puis si vous le croisez, évidemment, allez le voir parce qu'il n'y a pas plus accessible comme. N'ayez pas peur, je ne mange pas. Non, en revanche, il va vous faire rire. Merci beaucoup, Philippe. Merci Philippe à toi, Candeloro. Jean-Philippe. Merci. Ouais, salut.